Merci. Je ne défendrai pas ma corporation parce que ce n'est pas du tout ma façon. D'abord, je n'ai pas de corporation, je suis magistrate. Alors, je ne veux surtout pas avoir l'impression de répondre parce que ce n'est pas le but de cette intervention. Juste vous dire qu'effectivement, en tant que magistrat, on est indépendant, mais à mon avis, indépendant, ça ne veut pas dire qu'on ne rend pas de compte. La seule chose sur laquelle je ne vous rendrai pas de compte, ni à vous ni à personne, c'est sur le sens de mes décisions. En revanche, effectivement, je considère devoir rendre des comptes sur ma façon de travailler, sur la façon dont j'exerce mes fonctions. On m'a demandé de faire cette intervention auprès de vous en ma qualité ancienne de juge de l'application des peines. Vous avez compris, aujourd'hui, je suis vice-présidente au tribunal de Paris. Je m'occupe d'audience correctionnelle. C'était ce que je faisais avant d'être juge de l'application des peines. J'ai été juge de l'application des peines pendant 4 ans, de 2010 à 2014. Et j'étais plus particulièrement à Évry. Évry, c'est intéressant parce qu'Évry, d'abord, c'est un département assez important, donc il y a une population d'à peu près 1 million d'habitants, avec son lot de délinquants. Évry, c'est également là où il y a la plus tristement célèbre, la plus grande maison d'arrêt d'Europe. Je dis tristement célèbre parce qu'à mon avis, il n'y a pas de quoi se gargariser de cela, mais si vous voulez, on en reparlera. Fleury-Mérogis, avec ses 4000 détenus, dont 3000 sont des personnes qui sont condamnées. C'est-à-dire qu'il y en a à peu près 1000 qui échappent au contrôle du juge de l'application des peines, qui sont des personnes en attente de jugement. Les 3000 autres sont des personnes condamnées, donc sous le contrôle du juge de l'application des peines. Évry, c'est également là où il y a le centre de semi-liberté, où il y a la plus grosse capacité d'accueil des personnes qui font faire une semi-liberté en Île-de-France. Donc tout cela fait qu'on s'est tourné vers moi pour vous parler un petit peu de l'application des peines et du sens de la peine. Vaste débat. Et je dois dire qu'en 4 ans, par rapport à ce que j'ai pu voir, à ce que j'ai pu faire, je crois avoir acquis un certain recul qui fait que je comprends certaines des préoccupations, certaines des affirmations qui vous ont été dites aujourd'hui. Simplement, j'aurais peut-être une autre explication. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai raison, ça veut dire simplement que moi, je vais essayer de vous l'expliquer très rapidement, peut-être d'une autre façon. Le juge de l'application des peines, vous le savez, c'est une création récente, 1958. Effectivement, Maître Stéphane Maître vous a parlé tout à l'heure de la juridictionnalisation de l'application des peines, c'est-à-dire le fait que désormais on a des audiences devant le juge d'application des peines. Je partage son constat de dire que, même si moi, à mon sens, c'est une avancée d'avoir des audiences devant le juge de l'application des peines par rapport à ce qui se faisait avant, ces audiences, elles restent effectivement encore fermées à beaucoup d'acteurs. Et elles peuvent vous apparaître, à juste titre, comme quelque chose qui se fait un petit peu entre personnes peut-être qui se veulent aviser, ou en tout cas entre un certain nombre d'acteurs. C'est vrai que la victime, notamment, en est laissée à part, même si je relativiserai quand même ce qui a été dit, parce que peut-être que ça ne fonctionne pas, mais il y a eu quand même des avancées, en tout cas récentes, qui essayaient de réintroduire la victime, à mon sens, à juste titre, dans les instances devant le juge de l'application des peines, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Les missions du juge de l'application des peines, là, c'est pas moi qui les définis, c'est la dernière grande loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui disait les choses suivantes. Le juge de l'application des peines, il doit veiller à l'exécution des peines. Quand je dis veiller à l'exécution des peines, je ne mélange pas avec le rôle du parquet. Veiller à l'exécution des peines, c'est notamment veiller à ce que les mesures qui ont été prononcées par le tribunal soient appliquées. Et sur ça, à mon sens, il y a beaucoup de choses à dire, effectivement. Il doit, en deuxième lieu, favoriser l'insertion des condamnés et prévenir la récidive. Et troisième lieu, et ça, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est pas nous non plus, juges, qui l'avons défini, c'est réellement la loi. Et la loi, je ne vous l'apprends pas, ce n'est pas les magistrats qui la font, fort heureusement, dans ce pays. La loi dit que l'aménagement des peines doit être la règle. Vous comprendrez que le juge de l'application des peines, quelle que soit son idée sur la question, il n'a pas
il est là pour appliquer la loi, d'ailleurs, comme tout magistrat. Je pense que, à partir du moment où un magistrat pense qu'il n'est pas là pour appliquer la loi ou qu'il va la contourner, à partir de ce moment-là, on peut effectivement se poser des questions. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Moi, je considère qu'effectivement, la loi, elle a été votée au nom du peuple français. Moi, je suis là pour l'appliquer. Et qu'est-ce que me dit la loi? Elle me dit qu'il faut que j'aménage. Bon. Et c'est là où on va pouvoir se poser des questions sur le sens de la peine. Et peut-être que c'est à ça qu'il faut réfléchir pour se dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on est dans cette situation qui manifestement ne convient pas à la majorité des Français, ou en tout cas à un certain nombre, à certaines personnes qu'on a pu entendre, et je le comprends parfaitement. Vous savez, quand j'ai pris mes fonctions de juge de l'application des peines, comme je vous le disais, moi j'étais auparavant présidente d'un tribunal correctionnel, de Melun, pas très très grand. J'ai été stupéfaite parce que tout à l'heure, maître Stéphane Maître vous a dit, après le jugement, la phase de l'après-jugement, c'est la moitié du procès pénal. C'est exactement ça. Jamais j'aurais imaginé qu'au fond, sincèrement... Non, mais je le dis en toute sincérité, je vous cite... Mais j'ai eu peur que vous disiez que j'étais complètement à côté de la plaque. Non. Sinon, je ne vous aurais pas cité. Jamais j'aurais imaginé qu'après le prononcé d'une peine, il se passait... Ce qui doit se passer d'ailleurs, encore une fois, ce n'est pas une question d'appréciation personnelle, c'est une question d'appliquer la loi, la façon dont la peine va être exécutée. Pourquoi je dis ça? Parce que, à mon sens, le juge de l'application des peines, aujourd'hui, c'est un des magistrats en France qui concentre le plus de pouvoir, en tout cas en théorie. Le juge de l'application des peines, dans notre jargon, on dit souvent qu'il détricote, il peut détricoter en tout cas, tout ce qui a été fait en amont. Je parle des peines d'emprisonnement ferme. On vous dit qu'il faut aménager effectivement les peines d'emprisonnement. Alors, je ne sais pas si vous êtes informés, mais en France, quand quelqu'un n'a pas été envoyé en prison directement après le jugement, donc il est libre, mais il a une peine d'emprisonnement ferme à appliquer, l'aménagement, il est de droit jusqu'à une période de 2 ans si la personne n'est pas en récidive. D'accord? De 1 an si la personne est en récidive. D'accord? Ça veut dire qu'une personne qui va être condamnée jusqu'à une peine de 2 ans d'emprisonnement ferme, il n'y a rien de moins sûr qu'elle aille en détention. Soyons clairs. Soyons clairs. Cette personne, elle va être convoquée devant le juge de l'application des peines. Encore une fois, c'est la loi. C'est pas moi qui vous dis ça par fantaisie ou par corporatisme. La loi implique que cette personne va être convoquée devant le juge de l'application des peines et que le juge de l'application des peines, quel que soit son sentiment par rapport à cette loi, il va devoir regarder si la peine peut être aménagée. Ça veut dire que jusqu'à 2 ans d'emprisonnement ferme, encore une fois, il est possible que la personne ne mette jamais les pieds en détention. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas faire la peine. Elle va la faire, mais d'une autre façon. D'accord? Pas en détention. Elle va la faire soit en semi-liberté, soit sous bracelet électronique. Bon. Ça, c'est jusqu'à 2 ans. Vous serez encore plus, à mon avis, choqués si je vous dis qu'en dessous de 6 mois, la personne peut se voir demander d'exécuter un travail d'intérêt général ou de régler une amende. Encore une fois, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec cette loi, vous savez à qui vous adresser, pas à moi. Mais toujours est-il que voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que ce pouvoir, il n'est pas anodin. Ce pouvoir, il est encore plus fort en détention. Parce que si vous ne le savez pas, je vais vous dire des choses qui vont sans doute vous horrifier encore plus. Quand vous êtes en détention, le juge de l'application des peines, là aussi, va être saisi de demandes de condamnés qui veulent sortir, évidemment. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'on n'est plus lié par les quantums de 2 ans et de 1 an. En réalité, quand on est en détention, le juge de l'application des peines peut prononcer une peine qui va faire sortir le condamné selon des mesures dites probatoires. Alors la mesure probatoire, c'est soit une mesure de semi-liberté, soit une mesure de bracelet électronique, qui va pouvoir prendre effet 1 an avant le passage en libération conditionnelle. Je vous rappelle que, selon la loi française, on peut être admis
admissible en libération conditionnelle, soit à moitié de la peine si on n'est pas en récidive, soit aux 2/3 de la peine si on est en récidive. Je vous laisse faire le calcul sur 4 ans. Je vous fais grâce des crédits de réduction de peine. Vous compterez qu'effectivement, la personne, elle peut sortir extrêmement rapidement. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'en théorie, le juge de l'application des peines, il a, à mon sens, des pouvoirs extrêmement élevés parce que ce que le tribunal correctionnel a décidé, il va pouvoir faire quelque chose qui va dénaturer sans doute la peine, en tout cas lui enlever une certaine partie de son sens. Il ne le fait pas tout seul, il le fait avec l'avis du procureur de la République, mais le procureur de la République, vous le savez, il reçoit des circulaires, et encore une fois, je ne vais pas vous mentir, depuis quelques années, les circulaires, elles vont dans le sens, effectivement, de plus grands aménagements. Il est demandé, effectivement, à ce que les magistrats aménagent plus facilement. Je peux même vous faire une confidence. À Évry, on avait été un petit peu inquiétés il y a quelques années parce qu'il nous avait été reproché de ne pas assez aménager. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas sortir assez les personnes. Pourquoi? Je vous en reparlerai tout à l'heure. Le juge de l'application des peines, il a d'autres pouvoirs. Il peut, par exemple, une personne qui va être condamnée par le tribunal correctionnel à une interdiction du territoire français. Eh bien, sachez que le juge de l'application des peines, dans certains cas, peut accorder une mesure de libération conditionnelle à cette personne si elle est dans les cas d'admissibilité. Il peut suspendre l'interdiction du territoire français et si la libération conditionnelle est menée jusqu'à son bien, c'est-à-dire si elle n'est pas révoquée, l'interdiction du territoire sera de droit non avenu. Ce que je vous dis là encore, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est pas moi qui l'ai trouvé toute seule. Hein. Je ne fais que vous citer un article du Code de procédure pénale qui est l'article 729.2. Voilà. Donc, je vois à vos mines que vous n'êtes pas très enjoués de ce que je vous dis. Moi, je considère qu'il faut aussi savoir de quoi on parle. Et le juge de l'application des peines, c'est ça avec quoi il doit travailler tous les jours. Là où je serais un peu plus mesurée sur les pouvoirs du juge de l'application des peines, c'est qu'à mon sens, ils sont très fortement limités. Et ça, je vous assure que pour l'avoir vécu moi-même, je sais de quoi je parle, par le pouvoir croissant de l'administration pénitentiaire. Et il n'y a pas du tout d'aigreur dans ma voix dans ce que je dis, mais effectivement, il ne faut pas non plus sous-estimer ce poids qu'est celui de l'administration pénitentiaire. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'auparavant, par exemple, le JAP avait autorité sur ce qu'on appelle aujourd'hui le SPIP, qui ne s'appelait pas comme ça. Vous savez que le SPIP, c'est le service de probation, ce sont les personnes qui sont chargées de suivre les condamnés, par exemple dans le cas d'un sursis avec mise à l'épreuve, dans le cadre justement d'un aménagement de peine, si on va essayer de voir quel aménagement de peine est le plus adapté à celui d'une personne. Sachez qu'auparavant, il y avait un pouvoir d'autorité que détenait le juge de l'application des peines sur ce personnel. C'est plus du tout le cas. C'est absolument plus du tout le cas. Aujourd'hui, le SPIP, il a sa propre hiérarchie. Le juge de l'application des peines, il est là. Il fixe des orientations générales annuelles. Alors, je vous mets à l'aise. Il fixe des orientations générales, ça veut dire qu'il écrit effectivement ce qu'il veut, il le transmet au directeur. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 4 ans, ces orientations, elles n'ont jamais été jusqu'aux agents de probation. Mais moi, je les faisais chaque année. Il donne des instructions et il est supposé vérifier l'application. Mais pour vous donner un exemple très concret, une personne va être condamnée à un sursis avec mise à l'épreuve. Donc, ça veut dire qu'elle ne va pas en prison. On va dire, monsieur, vous n'allez pas en prison, vous avez 6 mois au-dessus de la tête que vous ne ferez pas si, pendant une période de 2 ans, vous vous tenez au carreau et vous respectez les obligations qui vous sont imposées. Obligation de soins, obligation de rembourser la partie civile, que sais-je, interdiction de voir une victime. Bon, très bien. Vous comprendrez qu'effectivement, la plupart des mesures, elles ne sont pas suivies directement par le juge de l'application des peines. En tout cas, en région parisienne, j'aurais bien été en mal de le faire, puisque un cabinet d'un juge d'application des peines, en région parisienne, en moyenne, il a 800 à 900 dossiers. Bon. Et donc, ces mesures sont suivies plus particulièrement par le SPIP, le service de probation. Alors, sachez que pour le service de probation, et là aussi, ce n'est pas du tout pour leur jeter la pierre à eux, il faut comprendre comment se passe
le suivi aujourd'hui en France. Les services de probation, à mon sens, sont tellement démunis qu'ils appellent un suivi intensif, un suivi où ils voient la personne une fois par mois. Les rapports qu'ils devaient adresser autrefois aux magistrats, je dis autrefois, mais en 2010, je l'ai connu, en 2011 aussi, et puis autre temps, autre mœurs, voilà. Les dispositions légales ont changé, et maintenant le SPIP n'est plus tenu d'adresser un rapport semestriel au juge de l'application des peines. Pour un sursis avec mise à l'épreuve qui est inférieur ou égal à 2 ans, le juge de l'application des peines, il reçoit un rapport en fin de mesure, qui va lui dire si ça s'est bien passé ou pas. Seulement, des fois, on n'a pas la même conception de ça s'est bien passé. Moi, j'ai été ainsi surprise de voir que on me disait que la personne était effectivement allée consulter. Alors moi, bêtement, si vous voulez, une obligation de soins, je me disais, il allait voir le médecin au moins une fois par mois. Mais c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. Quand je disais, mais précisément, est-ce que vous pouvez me dire combien de fois il y allait ? 3 fois, 4 fois, sur 2 ans. Quand je disais, est-ce que la partie civile a été remboursée ? Oui, il a fait des remboursements. Ah bon ? Et il a remboursé combien ? 40 €. Voilà. Alors, ça nous fait rire parce qu'on est entre nous. Je vous assure que quand on est juge d'application des peines et qu'on reçoit le rapport et qu'on se rend compte que la mesure, on est passé à côté, ça, au début, ça nous énerve. Au bout d'un moment, ça nous énerve plus parce que de toute façon, on passerait son temps à s'énerver, que c'est totalement stérile. Alors vous essayez de mettre des choses en place. Moi, je vais vous dire la vérité. C'était moi qui avais en charge le suivi des mesures de bracelet électronique et de semi-liberté sur Évry. J'avais fini finalement par voir plus souvent les condamnés que le SPIP ne le faisait lui-même. Mais encore une fois, je ne leur jette pas la pierre. Je ne dis pas que c'est eux qui font mal leur travail. Je dis simplement qu'eux-mêmes sont tellement submergés que sans doute n'arrivent-ils pas à suivre. Et puis, n'oublions pas qu'ils n'ont pas les mêmes consignes nécessairement de part et d'autre. Les consignes que moi je leur donne, elles sont pour eux purement indicatives. C'est-à-dire que normalement, elles ne devraient pas. Je devrais pouvoir leur donner des instructions. Mais si ces instructions-là ne sont pas relayées par leur hiérarchie, voilà. Voilà comment ça peut se passer. Et voilà pourquoi, parfois, vous allez être choqués par certaines choses qui vont se passer. Mais il faut que vous sachiez que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et là, j'ai pris un exemple d'un sursis avec mise à l'épreuve. Alors, le sens de la peine, on m'a demandé d'y réfléchir et de dire pourquoi qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour redonner du sens à la peine. Évidemment, si je vous dis il faut renforcer les moyens, vous allez me dire d'accord, les juges, c'est toujours ça. À chaque fois qu'on leur dit pourquoi ça ne va pas en France, ils répondent toujours il faut donner des moyens. Je rappelle juste qu'en France, on a quand même une des parts consacrées, enfin du budget total consacré à la justice qui, si elle a été améliorée, reste encore quand même assez basse. Mais ça, c'est pas forcément la chose la plus importante, mais il faut l'entendre quand même. Il faut entendre aussi que ces dernières années, il y a eu une multiplication de réformes, une multiplication de choses qui ont été faites. Pourquoi pas la justice, il faut qu'elle entende que la loi peut évoluer, qu'il faut s'adapter peut-être à des terrains qui, comme vous le disiez, sont mouvement. Il faut s'adapter à la délinquance, on est tout à fait d'accord. La difficulté, c'est quand vous avez des multiplications de réformes avec des objectifs contraires. Alors, je pense à 2009, parce que c'est l'exemple le plus frappant. Ceci étant, quand on y réfléchit, on comprend la logique. En 2009, il y a eu à la fois le vote de la loi sur les peines planchées, vous le connaissez, j'imagine, le fait de dire que quand on est en récidive, le principe, c'est qu'une peine planchée doit s'appliquer pour dire à la personne, là, c'est pas possible. Vous êtes en récidive, vous n'avez pas entendu l'avertissement, donc telle peine minimale doit être appliquée. Vous pouvez y déroger, mais si vous y dérogez, si le juge y déroge, il doit le motiver spécialement. Bon. Donc il y a eu ces peines planchées qui ont été votées, qui s'entendaient comme étant un signal fort, je pense, vis-à-vis de la délinquance. Mais dans le même temps, en 2009, on a également augmenté les seuils d'aménagement de peine, puisque autrefois ils étaient de 1 an pour quelqu'un qui n'était pas en récidive et 6 mois pour quelqu'un qui était en récidive, ils sont passés à 2 ans pour quelqu'un qui n'est pas en récidive et 1 an.
Je ne vous cache pas que c'est un peu un exercice schizophrène. D'à la fois condamner, de dire il faut condamner plus lourdement, ce qu'on peut entendre, et de dire oui, mais attention, vous condamnez plus lourdement, il faut aussi aménager plus. Pourquoi ça? Ben, c'est très clair, et c'est pas schizophrénique. En réalité, c'est la difficulté, et très rapidement, là je reviens un petit peu sur l'administration pénitentiaire, c'est que l'administration pénitentiaire s'est inquiétée, à juste titre, en disant attention, là vous allez nous envoyer plus de personnes, et qu'est-ce qu'on va en faire? Les prisons ne sont pas nécessairement construites pour, vous le savez, on est en surpopulation. Je vous parlais de Fleury-Mérogis tout à l'heure, 4000 personnes détenues pour 2700 places. On en pense qu'on en veut, on en pense qu'on en veut. Il n'empêche qu'être détenu dans ces conditions-là, il ne faut pas nécessairement attendre n'importe quoi de la prison. On va faire une peine d'exclusion sociale, on ne va pas pouvoir faire beaucoup, beaucoup mieux. Et est-ce que c'est nécessairement ce qu'on recherche? Ça sera une autre question. Mais voilà, il faut le savoir aussi. On a également trouvé d'autres solutions qu'on a pensé pouvoir adapter pour justement pallier à ce manque de place en détention. Vous avez tous entendu peut-être parler des CEFIP, les fameuses fins de peine, où automatiquement on est supposé de demander à un condamné à qui il reste 4 mois à accomplir en détention, s'il serait d'accord pour accomplir ces 4 derniers mois chez lui. Ça vous fait rire, sachez que la plupart ne sont pas d'accord. Et que ce n'est pas une peine qui fonctionne. Pourquoi? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on dit à la personne? Vous allez rentrer chez vous. Déjà, il faut que la personne ait un logement. Bon, ou quelqu'un pour l'accueillir. Mais surtout, vous allez rentrer chez vous et vous allez pouvoir sortir 4 heures maximum dans la journée de chez vous. Mais ils ne sont pas fous. Ils savent très bien qu'il vaut mieux demander un aménagement de peine ou attendre les réductions de peine supplémentaires plutôt que de sortir selon cette marge. Donc ça n'a pas fonctionné. On a essayé d'autres choses. On a essayé également les PSAP, les propositions simplifiées d'application des peines. Donc ça, c'est le SPIP qui va proposer un aménagement de peine, qui va le soumettre au parquet. Et si le parquet est d'accord, ça vient devant le juge de l'application des peines et c'est homologué. Là aussi, ça n'a pas été un succès. Alors maintenant, on parle de plus en plus de l'aménagement de peine dit ab initio. C'est quoi ça? Ça veut dire que quand vous avez la personne devant vous, devant le tribunal correctionnel, vous êtes tenu, et là encore c'est la loi qui le dit, c'est pas moi. Le juge du siège doit, si la peine est aménageable, motiver pour quelle raison il n'a pas aménagé directement en détention. La difficulté, elle est peut-être là. Elle est peut-être que dire à quelqu'un dans le même sens, ce que vous avez fait, c'est pas possible, ça mérite de la prison ferme. Mais en réalité, vous n'allez pas aller en prison. C'est compliqué. C'est compliqué. Maintenant, c'est pas ce que je vous dis, c'est pas. Ça s'entend pas être comme une critique. Enfin, ça l'est probablement, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est compliqué également pour nous à le dire. Je vous assure que c'est pas simple de dire à quelqu'un, on n'est pas d'accord avec vous, on veut que vous alliez en détention, mais en même temps, vous êtes inséré, vous avez tous les gages, et je ne sais pas bien comment je vais faire pour, dans ma décision, dire que j'aménage pas directement. Alors généralement, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne met pas de mandat de dépôt, on envoie ça au juge de l'application des peines, qui va aménager dans la plupart des cas. C'est compliqué aussi parce que pour pallier justement ces difficultés matérielles, pour pallier ce manque de place, pour essayer d'arranger un peu tout le monde, et puis comprendre aussi qu'on est face à un personnel qui, c'est pas seulement dans la justice, j'ai parlé du SPIP, j'ai parlé de la pénitentiaire, le personnel, c'est évident, il va s'amenuisant partout. Sauf que, par exemple, quand vous êtes condamné à une mesure de bracelet électronique, donc vous savez ce que c'est, hein, on vous met le bracelet à la cheville, on balise votre logement, et il y a des heures pendant lesquelles vous avez le droit de sortir, des heures pendant lesquelles vous n'avez pas le droit de sortir. Bon. Il faut savoir que les personnes qui sont condamnées à cette mesure-là, si elles n'ont pas été en détention avant, c'est-à-dire si elles ne sortent pas de détention avec ce bracelet, elles ne connaîtront pas la détention. Parce que le bracelet qui va leur être mis, avant, il fallait qu'elles aillent à la maison d'arrêt. C'était un contact avec la prison. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu psychologique, c'est ce que la plupart des gens ont dit. C'est de dire,
c'est pas parce qu'on va en prison que le lien se fait mieux de savoir qu'on est en détention. Sauf que maintenant, les personnes, elles vont au SPIP, c'est-à-dire directement dans les locaux des conseillers d'insertion et de probation. Et là, je peux vous assurer, pour avoir moi-même suivi, j'avais un portefeuille, entre guillemets, de 200 personnes placées sous bracelet électronique, mais ils n'ont pas du tout la notion de ce qu'ils sont en bracelet électronique. Et à mon sens, mais là, c'est pas le magistrat qui parle, c'est la citoyenne comme vous, je pense qu'on aurait peut-être été plus inspiré de dire que le bracelet électronique, c'est une autre modalité de peine que de dire que c'est un substitut à l'incarcération. Parce que pour les personnes qui sont détenues, je vous assure que le contact avec la réalité, le fait d'un écrou, vous savez qu'ils sont sous écrou, vous, magistrats. Mais elles, honnêtement, qu'est-ce qui les ramène à cette réalité? Absolument rien. J'ai peut-être un peu abusé du temps, peut-être que j'aille vite. Mais il vous restait même encore quelques minutes. Alors je me dépêche, j'essaye de pas... Je laisse tomber d'autres choses dont je voulais vous parler et qui risqueraient en plus de vous énerver. Donc... Non. Je voudrais juste vous indiquer que quelques pistes... par rapport aussi à ce qui a pu être fait et qui malheureusement n'est pas suivi des faits. Tout à l'heure, vous avez parlé de la place de la victime. J'étais attentive parce que je considère qu'effectivement, dans le domaine de l'application des peines, il est exact que les victimes ne sont pas assez prises en considération. Pourtant, et là c'est une réalité, l'outil législatif a réellement pris en considération, en tout cas dernièrement encore, la victime. Je dis ça parce que la victime, en principe, elle doit être avisée de certaines audiences. Si, par exemple, dans certains cas, avant de faire sortir quelqu'un en libération conditionnelle, on est supposé recueillir l'avis de la victime. On peut faire une enquête, qui sera d'ailleurs accomplie par les services de police, qu'on mobilise énormément à l'application des peines, ça j'en ai bien conscience, et qui, qui de façon très 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 générale est particulièrement réceptive à nos demandes. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont faites. Il y a également le fait qu'on doit transmettre certaines décisions de justice, le fait qu'on doit tenir informés les victimes. Mais je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que ce n'est pas fait. C'est pas fait. Et pourquoi ? Parce que moi, quand j'ai quitté l'application des peines, la grande interrogation qui se posait dans notre service à Évry, qui est un des plus gros services d'application des peines de France, il y a 9 magistrats, c'était qui donne cette information? Et pourquoi on se dit ça? Mais pour des raisons très claires. C'est parce que moi, dans mon service, j'avais pas assez de greffiers. Ils étaient déjà pas suffisamment là pour moi. Moi, dans mon service, et c'est pas pour me faire plaindre, c'était moi qui passais mes fax parce que précisément, mes greffières, elles étaient déjà archi débordées. J'avais pas assez de personnel. Mais le SPIP, il me dit la même chose. Et donc, on en était là à se battre pour des choses qui sont essentielles, mais simplement parce que qui allait faire cette information? Donc, j'entends, moi, votre mécontentement. Mais ce que je tenais à vous dire, c'est que la loi, elle est passée. La difficulté, simplement, c'est peut-être effectivement encore une question de moyens. Et là, c'est pas une question basique, c'est... Posons-nous la question de qui doit le faire. C'est une vraie question. Nous, quand on a dit au SPIP, c'est vous qui allez le faire, ils nous ont regardé en disant ou pas, vraiment. Idem pour l'information aux médecins. Vous savez que quand une personne est suivie dans le cadre de soins, en principe, on doit lui transmettre la décision de justice. Même si je me suis suffisamment battue avec certains médecins qui nous opposent le secret médical, qui ne veulent pas nous dire quand il y a des difficultés ou quoi que ce soit. Et je les comprends, les médecins ont leur propre logique, nous on a notre propre logique. Il n'empêche que ça, c'est la loi qui nous disait il faut transmettre cette décision de justice aux médecins. Mais là aussi, qui le fait? Qui va l'envoyer, la décision de justice? Pas le tribunal correctionnel. Alors ça, inutile d'y penser, vu le délai déjà actuel pour dactylographier. Pas le parquet, ça ils sont totalement, ils sont heureusement pas mis en cause par la loi, mais là aussi, ni le SPIP ni le JAP ne le fait. Et donc on se retrouve dans une situation où la loi, elle a été pensée pour le faire. Simplement, c'est pas nécessairement suivi. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut nous inquiéter et qui peut nous poser question pour l'avenir. Dernière chose, je finirai par là. Ce matin, avant de venir à votre colloque, je vous remercie de m'avoir invité d'ailleurs, j'en profite pour le dire,
j'ai lu un article dans lequel un homme politique indiquait « La récidive ne pourra être évitée que par la prison ferme ». Je voudrais juste vous dire qu'à mon sens, pour l'avoir vécu, pour avoir été juge de l'application des peines, je pense que c'est quelque chose qu'il faut probablement nuancer. Pourquoi ? Parce que la prison ferme, elle a d'intérêt que si quand on sort de détention, on n'est pas tout à fait le même. Ou alors vous faites des peines d'exclusion. Ça peut s'entendre, des peines d'exclusion. Il y a des délinquants pour lesquels vous ne ferez jamais rien de mieux. Il y a des délinquants pour lesquels vous aurez tout essayé, et au bout de la 20e condamnation, oui, vous faites que des peines d'exclusion. C'est-à-dire, vous vous dites, vous allez passer 4 mois en détention, parce qu'au moins, pendant ces 4 mois-là, on n'entendra pas parler de vous. Ça peut s'entendre. De façon générale, c'est quand même pas ce qu'on recherche. Et ce que je pense vraiment très, très fortement, c'est que la récidive, elle sera évitée le jour où, vraiment, on décidera de donner du sens aux peines, c'est-à-dire de dire qu'une peine qui est prononcée, c'est cette peine-là qui sera exécutée. Si vous prononcez un sursis avec mise à l'épreuve, il sera exécuté, mais il sera réellement exécuté. Aujourd'hui, on parle de peines de probation. Pourquoi pas des peines de probation ? Mais si vous le faites avec les mêmes personnes qu'il y a actuellement, de toute façon, elles seront dans l'incapacité de faire ce qui est attendu d'elles. Donc, encore une fois, à mon sens, la seule solution, ce sera celle-là, c'est-à-dire redonner du sens aux peines. Merci.